Bonjour et soyez les bienvenus sur Culture Racine. Comme vous le savez, sur cette chaîne, nous parlons de culture et d'histoire. La culture est l'ensemble des interactions que nous avons avec notre environnement qui nous permet d'améliorer, pas dire d'améliorer, mais de transformer cet environnement en sorte qu'il devienne positif pour nous, en sorte qu'il nous permet d'avoir une vie plus harmonieuse. Une meilleure connaissance de la culture nous permet, par rapport à l'histoire, une meilleure connaissance de la culture nous permet de détecter les angles morts, de pouvoir dénicher les choses qui sont mal dites, les non-dits, les biais de connaissance qui nous empêchent donc d'avoir une connaissance véritable, la connaissance juste. Chaque peuple possède une empreinte qui l'identifie par rapport aux autres, tout comme chaque être humain possède une empreinte digitale. Il existe dans des peuples différents du monde des choses qui l'identifient. Parmi ces choses, nous avons l'alimentation aujourd'hui. Nous allons parler de l'alimentation. Mais avant d'arriver là, revenons sur la culture. La raison pour laquelle il est vraiment important de mieux comprendre une culture, en commençant par la sienne, par notre culture, la raison pour laquelle il est vraiment très important de comprendre notre culture, c'est parce qu'elle vient donner plus de lumière, plus de compréhension à certaines choses qui ne sont pas forcément formulées ou bien formulées dans l'histoire, surtout lorsque cette histoire a été écrite par quelqu'un d'autre. Lorsqu'on parle de la culture, malheureusement aujourd'hui, il y a un biais de connaissances largement répandu. Lorsqu'on parle de la culture africaine, par exemple, on va voir la danse, on va voir les chants. Mais lorsqu'on parle de la culture occidentale, qu'est-ce que vous allez voir? Les bibliothèques, les musées. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y a que dans la culture occidentale qu'on trouve les bibliothèques et les musées? Est-ce que dans la culture africaine, il y a seulement les danses, les chants? Vous voyez, il s'agit d'un biais de connaissances insidieusement inculqué dans nos cerveaux pendant des générations, dans une culture où il y a un modèle qui se présente comme le modèle le meilleur, le modèle occidental, et qui dévalorise du coup tout ce qui ne lui ressemble pas. Il est donc de notre devoir de faire l'effort de comprendre notre culture. Je vais prendre l'exemple, quand j'étais en classe de 5e, il y avait un livre écrit par un explorateur, un livre qui parlait de David Livingstone. Oui, un livre écrit par Henry Stanley qui explique comment il a découvert David Livingstone. Quand je lisais ce livre qui est supposé être un livre qui écrit une histoire vraie, j'étais très choqué, je me sentais très mal parce que tout ce qui était décrit montrait le noir sur un très sale angle. Des voleurs, des pilleurs, et même à travers les dessins, tu voyais des lèvres charnues, vraiment dépeintes d'une façon sauvage et désagréable, les yeux exorbités. J'ai été choqué par ce livre-là jusqu'à aujourd'hui. Et ce livre est supposé écrire l'histoire de Stanley, comment est-ce qu'il a découvert Livingstone. David Livingstone, qui est un explorateur qui s'est perdu en Afrique centrale. On dit que David Livingstone, on dit que c'est un des grands explorateurs, un des grands promoteurs de la culture britannique. Il a beaucoup contribué à l'émergence ou bien à l'explosion de l'Empire britannique pour ce qui est du commerce. Et lui, c'était un pasteur. Voilà. Donc, nous revenons à nos moutons. Une meilleure compréhension de la culture nous permet de comprendre notre environnement et de mieux comprendre notre histoire. Ce que nous allons expliquer aujourd'hui a trait à l'alimentation. L'alimentation, c'est ce que nous mettons dans notre bouche qui nous permet de nous nourrir. Aujourd'hui, on bat davantage d'alimentation équitable. Une alimentation équitable est une alimentation qui tient compte des contraintes environnementales. Aujourd'hui, il est de plus en plus reconnu qu'une personne qui mange ce qu'il trouve dans son environnement va donc tenir compte de cet environnement en sorte de ne pas le détruire. Les aliments qui viennent d'ailleurs passent à travers un processus qui les dénature, qui font qu'ils sont plus trop nourrissants pour nous, même s'ils vont être moins chers. Bref, parler de l'alimentation des bamboutos aujourd'hui, parce que c'est ça qu'il est question, c'est de parler d'une alimentation qui est
enraciné dans la culture et dans les traditions des Bamboutos. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question de savoir comment est-ce que les peuples du Bamboutos vivent en adéquation avec leur environnement pour ce qui est de l'alimentation. Il s'agit des discussions qui ont eu lieu dans un groupe appelé Ngemba sur les ondes, un groupe promu par Barak encore appelé Demongu. La première partie de la vidéo, de la présentation va être consacrée à faire le résumé, l'introduction que vous avez en ce moment, et le résumé qui est présent en anglais, en français, qui est présent en français, le résumé dans des discussions qui ont eu lieu. Chaque mai a été présenté dans un contexte précis. Dans la deuxième partie, vous aurez les originaux qui sont présentés en langue langue Guéba, la langue des grâces, une des langues des Grassfield, une des langues des Bamboutos. Je vous souhaite une belle écoute. À bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis, spectateurs, auditeurs, bonsoir ou bonjour, selon votre convenance. Je suis Stevie Lontingoufou, originaire du Bacham, dans l'ouest Cameroun, en Afrique. Aujourd'hui, je vais commencer à faire des transcriptions dans le cadre de la culture des Ndiembo. C'est comme ça qu'on appelle ça. Nous allons commencer par le premier thème qui porte sur le repas et les valeurs chez les Ndiembo. Alors, nous allons présenter l'ensemble des repas. Premièrement, il sera question pour nous de présenter tous les repas qui sont faits, en précisant quel repas est fait dans quelle cérémonie et pourquoi. Ensuite, nous allons répondre à quelques préoccupations. Le monde évolue et émerge avec la mondialisation et l'émergence des autres cultures. Comment préserver la nôtre? Comment préserver la culture des Ndiembo afin d'assurer la transmission de ce savoir aux générations futures? Tel est un challenge auquel nous devons répondre. La suite de ce récit permettra d'avoir une idée plus claire sur ce sujet. Alors, parlons des repas. Ceci est un résumé de M. Bianque Sinclair, membre du groupe Ndiembo sur les ondes. Résumé qui a été fait au thème des échanges avec les autres membres du groupe venant de plusieurs horizons du Cameroun, tous originaires Ndiembo, afin de perpétuer la transmission de ce savoir. Alors, pour ce qui est des repas, nous avons le haricot qu'on appelle tinkwe en Ndiembo. Donc, le haricot sauté, tinkwe tout simplement, le haricot pilé, tinkwe jet, le plantain pilé, un kandong jet. Nous avons également le taro avec la sauce jaune ou la sauce noire. On va appeler abua. On a également le couscous qu'on appelle mesanga. On a également le kanchap, c'est comme ça qu'on appelle communément au Cameroun. Mais chez les Ndiembo, on appelle ça ngesangvum. C'est du maïs qui est cuit avec du haricot. Également, on a à côté les mets de pistache. Ici, chez nous également, on a le nji kalem, le nji wisi, ça dépend de l'originalité du pistache. Couramment, on l'appelle le mets de pistache. On a également une pâte d'arachide qui est cuite dans les feuillets du tronc du bananier. On va appeler en Ndiembo nji peli ou moi, tout simplement. À côté de ça, on a également le gâteau maïs qu'on va appeler chez nous le coco. On a également le macabo qui peut être cuit avec les peaux, dans ce qu'on va dire macabatu de chaud, ou bien le macabo sauté. On va dire macaba mepak parce qu'on a découpé là et tout. On peut également avoir le kwanzap, donc le macabo pilé avec les légumes sautés, ou le kwa tout simplement qu'on appelle communément en français le rabi.
Parmi ces différents repas, les repas qui sont utilisés dans les différentes cérémonies par les Ngimbo sont en fonction des cérémonies. Nous allons commencer par la naissance d'un bébé. Lors de la naissance d'un bébé, les repas qui sont faits, c'est le couscous avec le cuit, accompagné des légumes sautés. En Ngimbo, on appelle ça mesangam fu. C'est si important pour la mère du bébé parce que c'est un repas riche en fibres et va permettre de nettoyer le ventre de la mère d'enfant. C'est ce qui se dit communément. À côté également, on a le taro avec la sauce jaune ou la sauce noire. Donc, et avec des mets de pistache. Donc on va dire apura na nou pour la sauce jaune ou na ndongtong ou sena pour la sauce noire avec le piment en fonction des convenances. On va également accompagner avec le mets de pistache. Ça, c'est un repas qu'on fait pour la mère d'enfant, la nouvelle maman, pour le beau-père, pour la belle-mère et ainsi de suite. À côté de ces repas, il y a ce que les femmes appellent souvent en français, je ne connais pas le nom, na mesangashwe. Donc, les femmes d'une réunion pour venir voir un enfant dans le cadre de la naissance d'un bébé viennent un jour particulier, elles vont préparer le couscous avec la sauce d'arachide avec du poisson fumé. Ils vont dire c'est une sauce particulière, donc c'est comme ça qu'on appelle ça. Ça fait une sauce d'arachide avec du poisson. Notons que ces repas sont consommés dans le cadre des visites pour saluer le nouveau-né et tout. Et pour la plupart des sauces comme par exemple la sauce noire, la sauce jaune, et le cuit contient des épices qui sont importants pour la santé de la mère d'enfant en fait. Donc, ça va rassurer, renforcer son système immunitaire et la mettre dans un état de santé bonne pratique pour pouvoir tenir son enfant. À côté de ça, on a d'autres cérémonies qui concernent cette fois-ci des adultes. Donc, pour celui qui est grand, en âge de se marier, des hommes en fait. Il y a, on appelle la cérémonie pour déposer la chaise. En plateau, on va dire, en Ngimbo, on va dire, tchoropo. Voilà. Là, il va avoir du taro avec la sauce jaune et des mets d'arachide, comme j'ai dit tout à l'heure, l'arachide qui est cuit dans les feuillets du tronc du bananier. On va également avoir de la chèvre, la viande de chèvre qui est cuite dans de l'huile rouge et partagée. Donc c'est une chèvre qui est offerte en sacrifice et puis sa viande est cuite dans l'huile rouge pour être partagée. Maintenant, dans le cadre d'un mariage, que ce soit la demande du mariage, que ce soit les fiançailles, que ce soit la dot proprement dite, la plupart du temps, on va avoir affaire au taro, toujours taro avec la sauce jaune, avec le pistache. On va également avoir des arachides grillés tout simplement qu'on va accompagner avec de la cola. Maintenant, quand quelqu'un meurt lors des lamentations, on va faire ce qu'on appelle le konchap, comme j'ai dit tout à l'heure, des sanvons, donc du maïs qui est bouilli avec du haricot lors des lamentations, pour remettre les forces, parce qu'on ne peut pas pleurer sans manger. Maintenant, quand plus tard on veut commémorer la mémoire de cette personne, chez nous les Ngimbo, on va dire, on va appeler la cérémonie et le ou le communément dans notre jargon, on va appeler ça funérailles, à tort, un peu comme ça. Généralement, il y a deux repas principaux. Il y a le taro avec la sauce jaune, dans laquelle on a mis le munga, bien sûr, une sauce pimentée de préférence. On va également faire le kondré avec la viande du porc. Donc, on va mettre ce plantain-là, parce que le kondré, c'est le plantain qu'on fait avec la viande du porc. On va mettre ce plantain-là préférablement dans un panier pour donner au père. Maintenant, on peut également avoir, dans le cadre d'une personne qui est en train de construire une maison et qui doit nourrir ses employés,
il faut faire un repas consistant, généralement à base de haricots, pour qu'ils aient assez de force pour travailler. Donc, généralement, on va faire soit le haricot sauté, soit on va faire le konchap. Parce que c'est lourd. Généralement, on appelle ça le ngesang maçon, le maïs du maçon. Parce que c'est un repas très lourd, en fait. À côté de ça, on peut également avoir des cérémonies qu'on a dans les lieux sacrés. Dans ces cérémonies, bien évidemment, il y a des petits repas qui sont faits, c'est forme des petites communions qui sont faits à base de poissons silus fumés qu'on appelle l'angiembol chinchia et accompagné avec une variété de pistaches, et pistaches qui sortent dans des petites calebasses qu'on appelle que en patois. Donc on va ajouter ça à de l'huile rouge et du sel. Pour ce qui est des boissons, chez les Ngiembo, la plupart du temps, il s'agira du vin blanc. En Ngiembo, on va dire meloula ou melonkra, c'est du vin du raffia en fait. Oui. Consommer sucré ou avancé, chacun consomme à sa convenance. Que ce soit dans le mariage, dans le deuil, des cérémonies de commémoration, dans les lamentations, dans les lieux sacrés, le vin blanc. Maintenant, il y a des repas qui sont des repas qui n'interviennent pas dans les cérémonies parce que ce sont des repas qui ont été importés. On va noter ici par exemple le riz, c'est un repas importé, mais c'est un repas très apprécié par les enfants et par conséquent, il est utilisé dans beaucoup de cérémonies, surtout dans des cérémonies qui impliquent beaucoup de monde, qui impliquent beaucoup d'enfants. Alors, c'était tout pour cette partie. Nous n'allons pas finir sans remercier le promoteur du groupe Ngiembo sur les ondes qui n'est autre que Papa Ndemongwa. Alors, je vous remercie. À très bientôt pour un autre sujet.